Bien, c'est parti. Alors, cette vidéo concerne mon cours d'introduction à la data science appliqué à la sécurité informatique. Les étudiants concernés se reconnaîtront. Bien. Alors, on travaille sur le clustering sur cette séance-ci, et là, pour le coup, on utilise le logiciel R. Voilà. Voilà. Donc là aussi, les étudiants concernés se reconnaîtront. Bien. Alors, normalement, à ce stade-ci de notre séance, j'ai fait la présentation des méthodes de classification automatique, clustering, et j'avais mis le focus sur les canines. Hein. Donc là, on a le support que j'ai utilisé. Voilà, il est là, bien sûr. Hein. Et donc, l'idée, c'est de trouver des groupes d'observation, des clusters, mais bon, clusters, ça se dit plus trop maintenant, hein, donc je préfère dire groupe pour le coup. Trouver des groupes d'observation qui ont les mêmes caractéristiques. Voilà, donc c'est ce que j'ai présenté ici, les méthodes, qu'est-ce qu'il y a derrière, comment ça fonctionne, comment lire les résultats. Voilà, donc ça, je viens de le faire devant vous. Et j'avais aussi parlé un peu de cette partie-là, c'est la caractérisation des classes. Une fois que j'ai créé des groupes d'individus, il faut qu'on puisse les interpréter. Il faut qu'on puisse les interpréter. Et pour les interpréter, donc, il y a ce support-ci que j'avais utilisé, mais je suis resté très light. Typiquement, j'ai mis le focus principalement sur les comparaisons de moyenne. Voilà, c'est très simple pour l'instant, mais c'est suffisant déjà pour comprendre les éléments sous-jacents, les enjeux et les éléments sous-jacents à ce type de problématique. Comment je dois faire pour caractériser des classes issues d'un algorithme de clustering. Très bien. Alors, donc arrive maintenant la partie pratique, et vous allez réaliser donc la classification automatique avec la méthode de Kamins sous R. Et il y a un tutoriel qui vous servira de guide, voilà, qui est celui-ci, classification automatique sur R. Donc, je mettrai dans la fiche TD, hein, vous la verrez dans la fiche TD. Et là, on a les instructions et tout ça. Donc, normalement, j'en parle un peu en début de séance. Hein. Ensuite, on travaille ensemble. Je suis avec vous dans la salle informatique. Et donc, je vois, vous travaillez, on interagit, ainsi de suite. Malheureusement, nous ne sommes pas dans la salle informatique. Moi, je suis chez moi. J'aurais aimé être au bord de la plage, mais j'y suis pas en fait. Voilà. Et vous, vous êtes chez vous, seul devant le PC, en train de regarder m'agiter devant l'écran. Bon, c'est pas très, très poétique tout ça. Hein. Voilà. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Voilà. Et on essaie d'avancer au mieux. C'est ça le plus important. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait une petite vidéo, même si vous aurez le tutoriel devant vous, bien sûr, hein, ce tutoriel-là, vous l'aurez à disposition, je le mettrai dans la fiche TD avec les noms des commandes à utiliser et tout ça, mais avoir quelqu'un qui vous parle directement, ça aussi, c'est un plus, c'est un plus. Donc c'est pour ça que je me suis décidé à faire cette vidéo aussi, et bien sûr, les manipulations, je fais sur une autre base que celle que vous allez utiliser pour le TD, sinon ça n'a aucun intérêt. Si la séance de TD se résume à un copier-coller de code, où vous copiez du code sans comprendre, ça n'a absolument aucun intérêt. Absolument aucun intérêt. Donc c'est pour ça que je m'évertue systématiquement à faire mes tutoriels, ou les vidéos en l'occurrence, sur d'autres données que celles que vous avez utilisées en TD. C'est toujours mieux. Comme ça, il y a une forme de transposition. Et plus on arrive à transposer à d'autres domaines, mieux on a compris le système. C'est ça qu'il faut bien avoir. Très bien. Alors, dans cet exemple-ci, justement, dans mon exemple-ci, donc vous avez travaillé sur d'autres fichiers, on est bien d'accord là-dessus. Hein. Voilà, on va travailler sur la base des fromages. Alors, très rapidement, la base des fromages, tac, elle est là. Voilà. Donc, c'est un fichier CSV, c'est un fichier texte, en fait, avec un séparateur tabulation. Donc là, j'ai bien affiché les séparateurs, là. Hein. C'est avec des tabulations. Et c'est une table. Maintenant, vous savez ce que c'est qu'une table, qui est organisée donc en colonnes. Donc, les colonnes sont séparées par des tabulations, par le caractère tabulation. Sur la première ligne du fichier CSV, on a les noms des champs, les noms des variables. Et tous les champs ici sont numériques en l'occurrence, voilà. Et le point décimal, c'est le point. Voilà. Donc c'est important ça parce que quand nous allons charger le fichier sous R tout à l'heure, là tout de suite, là, il ne faudra pas oublier ces caractéristiques-là pour lire convenablement le fichier. Voilà, très bien. Donc voilà, donc à ce stade-là, vous avez la fiche de TD avec vous, vous allez pouvoir commencer, je vous aurai distribué le fichier de données et vous commencez. Alors, moi je fais sur un autre fichier ici, mais à peu près, vous aurez à peu près cette tâche à faire, à peu près, j'imagine. Voilà, j'imagine. Alors, donc, vous aurez lancé R, donc je lance R ici, mais sur l'autre fenêtre, donc je vais la copier ici, voilà, je réduis ça, voilà. Donc, vous aurez lancé R Studio. Voilà, R Studio, en fait, qui se charge de lancer R automatiquement. Vous avez vu là, voilà, mon écran, là, il n'y a pas assez de place. Voilà, tac, tac. Voilà.
Et conformément à la précédente vidéo et à l'exercice qu'on a fait sur les arbres de décision, maintenant vous l'avez fait, donc vous savez ce que c'est, voilà, nous allons créer un R Notebook. Donc, File, New File, R Notebook, hein, qui, je rappelle, hein, ça reste aussi un fichier Markdown en réalité, hein, sauf qu'on a les sorties en temps réel, ça permet de visualiser, hein, les résultats. Donc là, rappelez-vous, hein, le fichier, il est là, il est dans le répertoire C Users Rico Desktop Demo. Il est là. Donc vous, il sera dans votre dossier quelque part, mais récupérez ce nom de dossier-là parce que vous en aurez besoin. Vous en aurez de ce nom de dossier-là. Bien. Donc, j'ai fait New File R Notebook, vous savez ce que c'est, voilà, et j'ai un nouveau projet. Voilà. Donc, moi, j'organise mon espace de travail comme ceci, parce que ça m'arrange mieux. Là, c'est l'espace où je travaille, et là, on a la console. Je mets la console ici. Donc, tout ça, j'en ai pas d'usage, donc j'enlève, voilà, et là, tout simplement, je fais termine sous R, voilà, fichier fromage. Oui, parce que je ne l'ai pas dit, ce que décrit le fichier, c'est une série de fromages, c'est un ensemble de produits, donc du fromage, voilà, donc produit 1, produit 2, ainsi de suite, voilà, et ce qu'on a pour chaque fromage, c'est ses caractéristiques, donc sa teneur en sodium, en calcium, lipides et protéines, voilà. Voilà, c'est toujours mieux de savoir qu'est-ce qu'on manipule, on est bien d'accord là-dessus. Alors, une fois qu'on a ça, alors on y va, voilà, donc fichier fromage, voilà, et je sauvegarde là, je vais le mettre où? Je vais le mettre sur le bureau et je mets dans démo avec le fichier fromage et je fais termine fromage. Voilà. Et on a un fichier .rmd qui est créé et dans le même temps, il crée le notebook. Hein, donc, le notebook là, voilà, pour l'instant, il n'y a rien dedans. D'accord, hein. Il crée le notebook et il sort directement la sortie HTML. Hein, voilà. Bien, ok, bah, très bien, donc je vais mettre ça à peu près par là, vous connaissez quand même un peu sous les yeux de temps en temps. Voilà, et moi je mets ça ici. Voilà, voilà. Alors, bah, je mets un petit titre, hein, juste pour dire que, voilà, importation et inspection des données. Et inspection des données. Voilà. Et donc, je fais la première partie du code, là. Donc, ça, vous le faites. Hein, voilà. Je charge le dossier, je charge les fichiers et j'en affiche les caractéristiques. Voilà, voilà vous voyez, hein. Donc, j'ai inséré une portion de code R. Vous avez bien vu, hein. J'ai inséré une portion de code R avec le insert R, là. Je l'ai fait rapidement. Hein. Donc, là, c'est du commentaire, là. Hein. Donc, je mets un. Tout d'abord, voilà, chargeons le fichier. Alors, j'insiste parce que apparemment, il y a une séance où vous travaillez en temps réel et vous sortez des résultats qu'il faut me rendre à la fin. Donc, c'est important de prendre ces habitudes-là, hein, pour que vous ne soyez pas pris dépourvu pour la séance où vous aurez travaillé en temps réel avec des fichiers de données liés à la sécurité informatique et après sortir des résultats. Donc, c'est important que vous ayez cela. Hein. Très bien, donc, j'ai mis un petit commentaire, vous mettez un petit commentaire ainsi de suite, voilà, et ensuite, zoom, lance, et voilà, il a importé les données. Il me dit, il y a 4 variables, voilà, sodium, calcium, lipides et protéines, c'est toutes des variables numériques, là, voilà, et il y a 29 observations. Alors, on peut afficher les premières lignes, hein, voilà, donc affichons les premières lignes, affichons les premières lignes. Voilà, je m'embête à écrire tout un tas de trucs, là, voilà, mais bon. Donc, j'insère de nouveau du code R, voilà, et j'affiche la commande, et j'utilise la commande head. Voilà, j'exécute. On a le résultat. Si on va ici dans la sortie HTML, on a bien les différentes sorties. C'est important tout le temps d'avoir une idée du rendu que vous avez. C'est important tout le temps d'avoir une idée. Donc là, j'ai fait F5 et j'ai les résultats. Très bien. Alors, il faut avoir une première chose à faire, c'est d'essayer de faire des représentations graphiques. Par exemple, je vais essayer de me représentation graphique. Voilà. Voilà. Et par exemple, je vais faire un nuage de points où je croise les deux variables lipides et protéines. C'est ce que je fais ici. Voilà. Pour avoir une idée déjà de ce qui se passe. J'exécute. Voilà. Alors, quel est l'intérêt du nuage de points déjà? Donc, je viens de faire le cours, donc vous l'avez en tête le cours. Hein.
l'objectif de la manœuvre, c'est de trouver des groupes, hein, des groupes d'individus qui ont des caractéristiques similaires. Ça veut dire, en termes techniques, ça veut dire qui sont proches dans l'espace de représentation. C'est ça l'idée. Hein. Donc, est-ce qu'il y a des blocs de données dans notre espace de représentation? Là, j'ai pris que 2 variables pour l'instant. J'ai croisé les 2 variables, les 2 dernières, c'est lipides et protéines. Donc, j'ai fait un plot. En abscisse, j'ai mis lipides. En ordonnée, j'ai mis protéines. Voilà, et j'ai mis les points. Alors, pas besoin d'être prix Nobel pour voir qu'effectivement, là, apparemment, il y a un groupe dispersé. En tout cas, là, c'est dispersé. Là, il y a plutôt un groupe compact. Voilà. Sauf qu'on n'a pas que 2 variables, on a 4 variables ici. Vous aurez un peu plus de variables. Hein. Donc, dans mon fichier, là, il n'y a que 4 variables. Donc, est-ce que je peux avoir une vision globale pour essayer de situer un peu ce qui se passe dans mon ensemble de données? Alors, cette manipulation-là, elle reste faisable si le nombre de variables reste limité. Hein, reste relativement limité. Si vous avez des centaines de variables, faire les nuages de points par paire de variables, c'est joli, mais ça ne sert à rien. C'est pas joli, en fait, ça fait un gros pâté illisible. Voilà. Mais bon, là, j'ai que 4 variables, parce qu'on est en train d'apprendre, donc je peux le faire. Donc, j'insère de nouveau un code R, voilà, et dans mon code R, je fais le nuage par paire. Voilà, donc j'ai ici le nuage par paire, voilà. Et l'idée, c'est toujours de trouver des blocs et voir aussi s'il y a des corrélations, c'est des variables qui sont liées linéairement, hein, ou pas linéairement d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc là, on voit bien, hein, typiquement, que protéines et lipides sont plutôt liés positivement. Quand la valeur des protéines augmente, quand la teneur en protéines augmente, la teneur en lipides augmente également. On le voit bien ici. Et il semble apercevoir ici un pâté, si on se concentre sur la variable protéine, hein, il y a un pâté là de fromage qui ont une faible teneur en protéines. Et il y a un pâté ici, voilà, de fromage qui a une forte teneur en protéines. Voilà. Si on se positionne sur les lipides cette fois-ci, sur cette partie-là, on voit aussi à peu près un pâté pareil. Pareil. Voilà. Et oui, parce que les 2 variables sont liées. Voilà. Si on croise ici calcium et lipides, on est sur ce graphique-là. Hein, calcium et lipides, voilà. On voit quand même qu'il y a une discrimination, une différenciation des groupes avec lipides, mais sur calcium, en revanche, on ne voit pas cette discrimination-là. Sur l'axe de l'abscisse, de l'ordonnée ici, on ne voit pas trop. Sur l'axe de l'abscisse, là, on voit. Voilà. Très bien, ainsi de suite. Voilà. Mais bon, déjà faire un graphique, surveiller un graphique où il y a plusieurs panneaux en même temps, c'est un problème. Et essayer de trouver des groupes en essayant de le cerner à la main, là, c'est juste pas possible. Donc, on a besoin d'un algorithme de clustering. Alors, on doit préparer des variables. Hein, donc là, on est dans la importation, inspection de données. J'aurais dû rajouter et préparation de données, mais bon, je ne l'ai pas mis, mais je vais le faire quand même. Déjà, il y a un élément clé, c'est que les données, les variables, souvent, se prennent sur les mêmes unités. Là, typiquement, pour vérifier ça, je vais calculer les moyennes par variable. Voilà, pour voir si on a à peu près des mêmes ordres d'idées, ainsi de suite. Voilà, on a des valeurs moyennes qui sont très différentes parce que les teneurs ici sont calculées différemment, tout simplement. Hein. J'imagine que les protéines, ça doit être en pourcentage et que sodium et calcium, c'est autre chose que pourcentage. Hein, voilà. Donc, du coup, on a des unités différentes ici, donc les variables sont exprimées dans des unités différentes. Et réaliser les calculs avec ces unités différentes, clairement, les variables qui ont une variance plus élevée vont emporter les résultats avec eux. C'est eux qui tirent les résultats en réalité. Donc, c'est pour ça que je me propose de les standardiser. Donc ça, j'ai mis les formules au tableau tout à l'heure. Hein. Enfin, tout à l'heure, au tableau, on n'a plus de tableau dans le tableau virtuel. Hein. Voilà, je les standardise tout simplement pour les ramener sur les mêmes unités. Donc je retranche la moyenne et je divise par les quartiers. Alors, pour faire ça, il y a une fonction sous R, c'est la fonction scan. Donc c'est ce que je fais ici. Voilà. Et donc, maintenant, la variable D, là, que j'ai chargée D, ça représente donc le premier data frame, celui que j'ai importé. Je n'ai pas parlé explicitement, mais ça allait de ça. Voilà. Et donc, ce data frame D là, voilà, je vais le centrer et réduire pour avoir la variable Z. Je recalcule la moyenne. Normalement, la moyenne doit être nulle. Allons-y, je lance. Et effectivement, c'est 0 là. Hein, c'est 0,0000 et le 8, il est à la 17e position. Donc, c'est bien 0, on est bien d'accord. Tout simplement, on a une erreur de truncature, de précision, tout simplement. Voilà. Et l'écart type, si on le calcule là, l'écart type serait égal à 1. Voilà. Donc, on a ramené les variables sur la même échelle. Ça, il n'y a pas de fonction très simple pour calculer les écarts types ici.
Donc, mais bon, je vais le faire quand même. Je n'avais pas prévu de le faire, mais pour vérifier l'écart type, j'utilise la fonction tout simplement supply. Supply, voilà, de Z, voilà, et j'utilise la fonction SD. Voilà. Donc là, c'est calcul des écarts types sur les variables transformées. Voilà. Transformées. Voilà, je lance. Supply de Z. Ah oui, parce que c'est pas un data frame. Je ne vais pas refaire la vidéo parce que là, si je recommence, ça fait la troisième fois que je recommence. Donc, non. Je continue. Oui, voilà, voilà. Déjà, j'ai eu un problème de micro, j'ai dû recommencer. Ensuite, ça n'allait pas. Non, je continue. En fait, ce qui s'est passé ici, pour expliquer, hein, c'est que dès un data frame, donc si je viens faire un calcul par colonne de data frame, j'utilise supply. Voilà. Sauf que quand j'ai appliqué la fonction scale, le Z là maintenant, le type de Z là, c'est une matrice. Hein, vous avez vu, c'est une matrice, c'est pas un data frame. Alors que le D là, classe de D, voilà, c'est un data frame. Donc, moi, j'étais toujours parti dans l'idée que Z restait un data frame, et donc j'ai utilisé le supply. C'est pour ça qu'il faut répéter avant. Là, pour le coup, j'ai improvisé, et hop, je suis tombé dedans. Donc, j'ai utilisé supply en pensant que le Z était un data frame. Voilà, en appliquant l'écart type, la fonction écart type, sur chacune des colonnes. Et paf, ça n'a pas marché. Ah oui, parce que Z, il a transformé, là, il a changé de type. Là. Maintenant, le Z, là, c'est un matrix. Hein, c'est une matrice, si vous voulez. Du coup, pour faire un calcul par colonne des matrices, voilà, au lieu de partir sur supply, j'utilise apply, voilà, le Z, et je dis, fais un calcul sur la deuxième dimension, donc par colonne. Voilà. Et sur chaque colonne, tu appliques ici la fonction écart. Voilà. C'est intéressant finalement, je rebondis bien, hein, voilà, mais c'est intéressant de bien voir que selon les fonctions qu'on utilise, on a des résultats, et les résultats sont d'un certain type. Et du coup, selon les types, il y a certaines fonctions qui s'appliquent ou pas. Voilà. Et bon, on va arrêter là les improvisations. On continue avec ce que j'ai déjà préparé sur la feuille à côté. Alors, voilà, je lance Camins. Camins et interprétation. Alors, pour lancer les Camins, j'appelle la fonction Camins. Donc ça, vous l'avez dans le tuto. Je le mets aussi dans la vidéo aussi, mais dans la tuto qui est en ligne, là, que j'ai montré tout à l'heure, il y a tout ce qu'il faut. Très bien. Allons-y, lançons les résultats et regardons ce qu'il dit surtout. Alors, il dit, j'ai créé 2 clusters. Pourquoi il a créé 2 clusters? Parce que j'ai demandé 2 clusters. On est bien d'accord là-dessus. Là. J'ai créé 2 groupes, c'est normal qu'il fasse 2 groupes. On est d'accord. Je l'ai appliqué sur la fonction Z. Pourquoi? Sur les données Z, parce que les données Z sont santé réduites. Donc, il n'y a pas de variable avec une variance différente qui pourrait tirer des résultats. Donc, je donne la même importance à chacune des variables. Si on veut jouer sur l'importance des variables, parce que pour nous, certaines sont plus importantes que d'autres, là, oui, on pourrait laisser des variances différentes d'une colonne à l'autre. Et là, ce n'est pas le cas pour moi ici, dans mon exemple ici. Je veux que chaque colonne ait la même importance dans les calculs. Donc, c'est pour ça que j'ai réduit les variables. Centré et réduit surtout les variables. Voilà. Très bien. Donc, il m'a dit, on a 2 clusters, voilà. Et donc, les effectifs par cluster, il y a 24 individus dans le premier groupe et 5 dans le deuxième groupe. Voilà ce qu'il dit. Hein. Donc, on imagine à peu près, là, on voit à peu près, on voit 5 à peu près ici, ça doit être ça, j'imagine. Hein. J'imagine, mais on verra ensemble tout à l'heure. Très bien, voilà. Ensuite, là, il calcule les moyennes conditionnelles par groupe. Donc là, c'est sur les variables sont très réduites. On est bien d'accord. Donc les résultats en eux-mêmes, là, ils ne sont pas interprétables pour un expert qui connaît les fromages, qui sait ce que c'est que la teneur en sodium. La valeur là n'est pas lisible directement. En revanche, ça nous donne une idée sur la teneur de l'écart entre les moyennes et du coup, sur le rôle de la variable dans la définition hein, de l'écart. Voilà. Très bien. Donc voilà, on est là pour l'instant. Donc là, typiquement, je vois bien que l'écart sur protéines est plus élevé que l'écart sur sodium. Donc, dans la définition du groupe, je m'attends à ce que protéines joue un rôle plus important. Voilà. 0,3 moins 1,75, c'est plus élevé que 0,2 moins 1,30. Ça fait 1,5 là, et là, ça fait 2 et quelques. Très bien. Très bien. Donc, c'est ce que j'ai expliqué en cours tout à l'heure, ça vous donne une visibilité sur la nature des résultats. Regardons un petit peu notre boucle là, voilà, on a les différents résultats qui apparaissent, ainsi de suite, ainsi de suite.
Alors, qu'est-ce que je n'ai pas lu encore? Du coup, j'ai un vecteur, on a 29 individus dans la base. Voilà. J'ai un vecteur qui me donne donc le groupe d'appartenance de chaque individu. Donc, ici, l'individu numéro 1 donc, va appartenir au premier cluster. L'individu numéro 2, il appartient aussi au premier cluster, ainsi de suite. Voilà. L'individu, le dernier individu, il appartient au deuxième groupe, au deuxième cluster, ainsi de suite. Là, on a les indicateurs qu'on a vus en cours tout à l'heure. Là, c'est les inerties intraclasses dans les deux groupes. Et ce qui nous intéresse surtout, c'est ça, qui nous donne une idée de la qualité du partitionnement. C'est le ratio entre l'inertie expliquée par le partitionnement divisé par l'inertie totale. Et j'avais dit tout à l'heure justement que quand le clustering est parfait, ce ratio-là sera égal à 1. Voilà. Sachant que parfait est extrêmement... il faut le relativiser. Pourquoi? Parce que ce résultat-là dépend du nombre de clusters, du nombre de groupes. Hein, voilà. Un exemple très simple, je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est que si je crée un groupe par individu, le ratio entre l'inertie expliquée et l'inertie totale, il est égal à 100%. J'explique tout. Hein. Bah oui, parce que j'ai un groupe par individu. Donc, chaque individu et son barycentre est centré sur lui-même, voilà, et il n'y a aucune dispersion autour du barycentre. Donc, voilà, inertie intra égale à 0, inertie inter est égale à l'inertie totale. Donc, c'est important cet indicateur-là, mais il faut le relativiser parce qu'il est dépendant du nombre de groupes qu'on a définis. Ça, c'est important. Et justement, ce mécanisme-là, on va l'utiliser tout à l'heure pour déterminer le nombre de groupes. Ça également, j'ai expliqué en cours. Hein, donc voilà, j'enfonce des portes ouvertes. Là. Alors, comme on est sous R, là, il a créé un objet, en fait, un objet S3, et l'objet a une série de propriétés. On a une liste ici comme cluster, typiquement, c'est ce qui me permet d'accéder à ce vecteur-là. Center, c'est les barycentres conditionnels. Tot SS, c'est les inerties totales, ainsi de suite. Voilà. Et justement, ce ratio-là, between SS divisé par total SS, serait le ratio entre between SS, ce champ-là, et ce champ-là. Donc, on a la possibilité de faire un calcul hein, avec les champs de l'objet. Alors, par exemple, si j'en reviens au groupe d'appartenance, voilà, groupe d'appartenance, voilà, insertion, R, voilà, et j'ai la liste avec des clusters. Voilà, c'est bien le champ qu'on a vu ici. Hein, c'est bien. Et donc, c'est un champ sur lequel je peux accéder. Donc, si je veux recompter, hein, du coup, je réinsère du code R. Voilà, si je veux recompter, les effectifs par classe, par cluster. Voilà, tac. J'exécute. Tac, effectivement, dans le groupe numéro 1, il y a 24 individus. Dans le groupe numéro 2, il y a 5 individus. Ainsi de suite. Alors, regardons maintenant dans l'espace de représentation comment se situent les groupes. Voilà, donc je fais ici. Et je refais le graphique perse. Paf. Et voilà. Alors, dans mon graphique ici, je refais perse, mais cette fois-ci, je colorie les points selon le groupe d'appartenance, selon race cluster. Et les individus du groupe 1 ont la couleur verte, et les individus du groupe 2 ont la couleur bleue. Voilà. Où il y a verte, il y en a 24, rappelez-vous, et les bleus, il y en a 5. Et effectivement, ce qu'on avait intuitivement compris quand on avait fait le graphique est confirmé par le calcul. On a bien ici le groupe d'individus et 5 individus, et là on a un groupe AT des 24 individus. Voilà. Il se démarque bien sur protéines, il se démarque bien sur lipides aussi, on voit bien, on peut faire une séparation, là, mais surtout protéines en réalité. On voit bien, hein. Voilà. Et sur calcium, typiquement, je n'arrive pas à les discerner. Je n'arrive pas à les discerner sur calcium. Sur sodium, plus ou moins. Non, pas tellement, pas tellement. Si quand même un peu en moyenne. Voilà. Mais surtout, ce qui explique la différenciation selon les groupes, du coup, celui qui marche le mieux, c'est protéines. Alors justement, on va calculer les moyennes conditionnelles, hein, selon les groupes d'appartenance, pour vous donner un vrai tour concret au résultat. Hein, voilà. Alors allons-y, pour calculer ces moyennes-là, voilà, on va ici, donc calcul des moyennes conditionnelles, calcul des moyennes conditionnelles. Insertion, R, voilà, et on clique.
Voilà, je lance. Oh, bon, ça, vous le trouverez dans le support. Hein, je vais pas matin. En fait, c'est un calcul donc, conditionnel sur D, donc les variables, calcium, sodium, ainsi de suite, regroupées selon l'appartenance au cluster. Voilà. Et la fonction, donc la fonction appliquée sur chaque sous-groupe d'individus, c'est la fonction moyenne. Hein, c'est la fonction callback qui est passée ici. On pourrait faire les mêmes. Hein. Ceux qui suivent avec moi le code de programmation R savent très bien qu'on peut programmer des fonctions plus complexes pour les passer ici. Là, pour l'instant, c'est la moyenne. Et donc, on voit que les fromages du groupe 1 ont en moyenne une teneur en protéines de 22%, j'imagine. Je ne suis pas expert en fromage. J'aime bien en manger, mais d'ici qu'est-ce qu'il y a dedans? Non, je ne regarde pas tout près. Voilà. Et ceux qui sont du groupe 2 ont une teneur en protéines en moyenne de 7. Et effectivement, si on regarde le graphique là, je mets les deux en même temps, oui, on est sur des valeurs faibles de protéines ici, le groupe des bleus. Hein, on est sur des teneurs, c'est vrai. Et en revanche, le groupe des verts, le 1 là, les teneurs en protéines est plus élevé, on est plus à droite ici. Si je prends lipides, c'est à peu près la même idée. Hein, 8 ici, 8 voilà, du coup on a des unités, on les voit, 8 à peu près par là. En moyenne, c'est plus par là. Et la moyenne sur les lipides des groupes verts, c'est plus 27 à peu près par là. Voilà. Très bien. Donc, ce qui est très intéressant avec le clustering, hein, c'est qu'on peut trouver des regroupements par le calcul. Parce que mon graphique, là, il est joli parce qu'il y a 4 variables et 29 individus. Mais dans la vie réelle, il n'y a pas 4 variables, il y en a beaucoup plus. Voilà, et il n'y a pas 29 individus, il y en a beaucoup plus également. Voilà, donc du coup, c'est mieux de retrouver par le calcul les résultats. Ça reste une question récurrente, c'est la question, c'est l'arlésienne de la classification automatique, c'est comment détecter le nombre de groupes. Hein, donc, je refais ici, là, pour qu'on voit bien les différents résultats. Voilà. C'est pas mal, je trouve. Alors, reste donc l'arlésienne, disais-je, du clustering, c'est trouver le nombre de groupes. Alors, il y a plein de techniques plus ou moins foireuses qui vous expliquent ce qu'il faut faire. La méthode la plus simple, à mon avis, c'est toujours la règle du groupe, tout simplement. C'est que je fais évoluer le nombre de groupes, voilà, et je surveille l'évolution d'un critère de qualité de partitionnement. Voilà. Alors, si je prends un des critères qui est le plus intéressant parce qu'il est en relation directe avec la méthode, c'est le ratio entre l'inertie inter et l'inertie totale. Voilà, bah, tout simplement, je vais le faire évoluer et je sais que de toute manière, il va tout le temps augmenter. Mais l'idée, c'est que est-ce que l'adjonction d'un groupe fait augmenter significativement toujours ce ratio-là? Et quand je rajoute un groupe et que ce ratio n'évolue plus, c'est-à-dire qu'on est sur un plancher, ça veut dire que ça y est, on a atteint le nombre maximal de groupes qu'on devrait mettre en place. Allons-y alors. Donc, je mets ici un petit, voilà, détection du nombre de groupes. Donc, j'ai expliqué ça en gros en cours tout à l'heure, hein, donc je ne vais pas m'attarder outre mesure là-dessus. Hein, voilà, insertion R, voilà, tac. L'idée, c'est quoi? C'est que je crée un vecteur, je vais récolter les résultats, et là, je fais évoluer le nombre de clusters, le nombre de groupes, de 1 à 10. Donc, à 1, forcément, je n'explique rien. Hein, donc, l'inertie inter est égale à 0. Hein, l'inertie intra est égale à l'inertie totale. Voilà. S'il n'y en a qu'un seul groupe, on est bien d'accord? C'est l'image de point initial sans partitionnement. Voilà. Donc, je commence à 1. Je le mets quand même dans la boucle. Pourquoi? Parce que sinon, il faudrait que je crée déjà une première valeur, que je décale et tout ça. Si on connaît bien R et qu'on maîtrise la programmation sous R, OK. Si on ne maîtrise pas la programmation sous R, ça embrouille plus qu'autre chose. Donc, c'est pour ça que je commence à 1, même si je sais pertinemment que le résultat sera égal à 0 pour quand K égale à 1. On est d'accord là-dessus. Et donc, je lance le canier sous Z, et le K il est égal à 1 d'abord, puis il est égal à 2, ainsi de suite, jusqu'à 10. Et dans le vecteur BT, c'est le ratio entre bitune et total, d'où le BT, hein, voilà, à l'indice numéro K, 1 d'abord, puis 2, ainsi de suite, je mets le ratio entre le bitune SS et le total SS, parce que le résultat du canier, je mets dans une variable temporelle. Et donc, je peux maintenant afficher l'évolution du ratio selon le nombre de groupes. Hein, allons-y, tac. Voilà, c'est relativement rapide à calculer. Voilà, et effectivement, quand le nombre de groupes est égal à 1, bah, le ratio il est égal à 0. Hein, parce que l'inertie inter est égale à 0. Très bien. Ensuite, il évolue. Mais, donc il augmente tout le temps, il augmente tout le temps, jusqu'à, si j'avais mis jusqu'à 29, là, ici, la valeur serait égale à 1. Voilà. Il augmente tout le temps, mais une question clé, c'est, et quand est-ce que le gap
mais plus intéressant. Alors là, de visu sur un vecteur, c'est pas terrible. C'est pour ça que je vous dis qu'on fait un petit graphique et c'est encore mieux parce qu'on voit tout de suite l'évolution. C'est ce que je fais ici, insert R, voilà, et je fais le graphique. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe dans mon plot là? Je fais, ici en abscisse, je vais varier de 1 à 10. En ordonnée, je mets le ratio entre le between et le total. Voilà. Le type de graphique est beau, c'est-à-dire que j'aurai des points et des lignes pour relier les points. Voilà. Et là, c'est le titre du graphique. Et voilà. Donc, quand on n'a qu'un seul groupe, c'est égal à 0. En fait, quand on passe à deux groupes, on gagne beaucoup dans le ratio. Hein. Donc, passer à deux groupes, c'est une solution intéressante. Voilà. Quand on passe à trois groupes, on gagne toujours, voilà, moins, hein, mais on gagne quand même quelque chose qui paraît intéressant dans le graphique. C'est une question d'intuition et de sensation, là, on est d'accord là-dessus. Hein. Voilà, donc c'est pour ça qu'on essaie de mettre en place des méthodes qui sont automatisées, qui donnent la bonne solution tout de suite. Mais j'en ai vu en tout cas, il n'y a pas beaucoup qui soient réellement convaincants dans cette histoire. Voilà, très bien. Quand je passe de 3 à 4, il y a un gap positif parce qu'effectivement, il augmente toujours ce ratio-là. Mais on voit que la courbe, là, maintenant, a atteint une sorte de palier et qu'il est de plus en plus horizontal. Quand on passe de 3 à 4, le gain, là, il est moins intéressant que quand on passe de 2 à 3. Donc, je serais tenté de dire, moi, que dans cette histoire-là, il y a deux solutions qui semblent se démarquer. Après, on va voir selon les interprétations. C'est une solution à deux groupes ou bien une solution à trois groupes. C'est les deux solutions qui me paraissent les plus intéressantes ici. Hein, parce que c'est là qu'on voit les fameux coudes, de elbow de Cummins, dans les groupes de Cummins. Hein. Il y a un premier coude là, voilà, et il y a un deuxième coude un peu plus marqué encore. Hein, voilà. Et après, là, ça évolue de manière aussi. Très bien. On avait testé déjà 2, donc on peut tester le 3 maintenant. Donc voilà. Partition en 3 classes. Donc je vais recommencer l'affaire, tout simplement. Voilà. Donc j'ai fait un Cummins là, à 3 classes cette fois-ci. Voilà. Bien, donc voilà, avec les variables Z toujours, toujours, il faut que le calcul se fasse sur les variables santé réduites. En revanche, l'interprétation se fait sur les variables initiales. Hein. Sinon, on a des résultats, des moyennes conditionnelles, on ne sait pas ce que ça veut dire. Hein. Voilà, donc si on partitionne en 3 classes, voilà, on a un premier groupe de 9 individus, un deuxième de 15, un troisième de 5, voilà. Est-ce que c'est le même 5 tout à l'heure? On ne sait pas encore pour l'instant. Là, c'est les groupes d'appartenance des individus. Là, c'est les moyennes conditionnelles calculées sur les variables santé réduites. Voilà. Et je me rends compte maintenant que donc l'inertie expliquée, c'est 68%. Tout à l'heure, c'était 49,5, il me semble. Hein. 49,5, il me semble bien que c'était ça. Voilà. 49,5, voilà. Donc, on a gagné quelque chose qui paraît intéressant. Alors, pour voir ce qui se passe, donc je refais les graphiques. Voilà, insertion R, voilà. Voilà, j'exécute, voilà, et on a de nouveau les graphiques là. Très bien. Et on voit bien que le groupe de... Bon, alors, le premier groupe, je l'ai mis en vert, le deuxième groupe, je l'ai mis en bleu, et le troisième, je l'ai mis en red. Voilà. Et donc, on retrouve... Alors, du coup, là, pour le coup, c'est pas très sérieux parce qu'il a changé les numéros des groupes. Hein, voilà. Du coup, c'est devenu rouge ici, le groupe des 5. Mais bon, on retrouve le groupe des 5, là, voilà, qui est là. Et c'est le groupe, donc le pâté initial qu'il y avait ici, là. Voilà, c'est ce pâté-là, voilà, qu'il a scindé en deux parties. Alors, sur protéines, le premier groupe était marqué des autres, c'est clair et net, voilà. Mais les deux groupes c'est dans la conjonction de protéines et sodium qu'on voit qui se démarquent. Hein. Le groupe bleu a une protéine plutôt moyen et un sodium élevé, et le groupe vert a une protéine plutôt élevée, voilà, avec un sodium faible. Et le groupe rouge, là, il a tout le temps ce qui le démarque le plus, c'est des valeurs de protéines faibles ou bien des valeurs de lipides faibles également, d'ailleurs. On peut le voir. Voilà. Ainsi de suite. Alors, là encore une fois, hein, on a très peu de variables, donc le graphique peut amener de l'interprétation. Mais en revanche, non. Quand le nombre de variables est élevé, il faut mieux partir sur l'interprétation via les différents outils. Hein, voilà. Et parmi les outils qu'on avait vus, justement, c'est via les comparaisons de moyennes qui permettent de vérifier ce qui se passe. Donc là, typiquement,
effectivement, si on refait le calcul, comme je ne l'ai pas préparé, je ne vais pas l'improviser, voilà, mais on pourrait faire un calcul où justement, on aurait 3 groupes cette fois-ci pour pouvoir comparer à l'algébriste quand même, hein, pourquoi pas, allez, qui ne risque rien à rien. Alors, je vais rajouter ici le calcul des moyennes conditionnelles, R, et je reprends le code qui est là, sauf que tout simplement, je fais calcul sur D, et ici, cette fois-ci, le clustering en 3 classes, je l'appelle res bis cette fois-ci, donc je passe à res bis. Voilà, normalement ça marche, hein, je ne vois pas pourquoi ça marche pas. Voilà. Et donc on voit bien effectivement les groupes 1, 2 et 3, et ici les moyennes conditionnelles qui permettent de les interpréter. Et c'est ce que j'ai expliqué. On voit bien le parallèle, hein, sur les protéines, groupe 3, faible protéine, groupe 2, protéines moyen, ici les bleus là, et le groupe 3, c'est protéines élevées. On peut le voir ici. Voilà. Avec les différentes conjonctions, c'est variable, tout ça. Et par exemple, groupe 3 également, ici, bah, c'est sodium faible. En fait. On le voit ici, il est tout le temps en bas, là, ici. Solaire et sodium sur leurs données, tout le temps faible, ou bien c'est tout le temps collé à gauche aussi. Ainsi de suite. Très bien, voilà. Donc vous pouvez commencer. Enfin voilà, j'espère que vous avez regardé la vidéo avant. Voilà, donc là vous avez travaillé sur un autre fichier, voilà, un autre fichier où vous avez bien rigolé, j'espère. Voilà, et l'idée simplement, c'est de reproduire à peu près ces calculs-là, mais avec un autre fichier. Hein, donc les commandes sont un peu différentes, les variables sont différentes. Le nombre de variables n'est pas le même. Voilà, pareil, les résultats ne seront pas exactement les mêmes, donc différents. Peut-être que ce n'est pas 2 groupes ou 3 groupes, peut-être que le nombre de groupes sera différent aussi, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais la trame, c'est ça. Hein, la trame, c'est ça. Hein. Après, les données ne sont pas les mêmes, forcément, les résultats seront différents, et c'est à vous d'adapter la lecture des résultats en fonction des résultats que vous avez justement. Voilà, voilà. Excellent travail à tous.